Bonjour les petits padawans, nous revoilà sur cette autre exposition que je vous propose aujourd'hui. Alors, on a déjà vu une exposition de peinture contemporaine avec Arroyo. La dernière fois, on a vu la photo contemporaine mais d'inspiration sociale et humaniste. Aujourd'hui, on va rentrer plutôt dans le langage de l'art contemporain avec une exposition qui est très thématique, des femmes artistes autour de la Méditerranée. Vous allez voir, on va en rencontrer un certain nombre, mais surtout à travers leurs pratiques et à travers les œuvres qu'elles proposent, vous verrez à peu près tout ce qui se fait récemment en matière d'œuvres, la structure des œuvres. Entre autres, on va voir ce qu'est à proprement parler une installation. Ce mot magique de l'art contemporain qui est un peu galvaudé, qui veut tout dire et ne rien dire. Donc là, on va vraiment essayer de se confronter à ce qu'est une installation. Donc cette exposition, elle s'appelle Les parfums de l'intranquillité. Une très belle expo qui a été organisée à l'Hôtel des Arts, qui a été, dont le commissaire d'expo était Véronique Collard-Bovy, qui est connue donc à la Friche de la Belle de Mai à Marseille, donc pour son association Galerie qui œuvre beaucoup dans la culture. Et donc Véronique a proposé de rencontrer un certain nombre de ces femmes artistes de la Méditerranée. Déjà, femmes artistes, c'est pas gagné, c'est pas facile, mais femmes artistes de la Méditerranée, c'est encore plus un challenge. Donc on va voir avec intérêt comment elle procède et quels sont les différents profils qu'elle nous fait rencontrer. On entre dans l'Hôtel des Arts, comme d'habitude. Maintenant, vous êtes des visiteurs chevronnés. Première salle, à gauche, salle 1. On voit une œuvre étonnante. Alors, on verra que c'est une installation. Donc, je vous ai dit, on va se confronter à la notion d'installation. A priori, la notion n'est pas très compliquée. Il suffit qu'il y ait plusieurs médias qui rentrent en ligne de compte. Et là, on en a deux principaux. Entre autres, on a cette œuvre qui est la réalisation d'un tissage. On me dirait un tissage... pas un art, c'est une pratique, c'est un artisanat, etc. Là, non. Parce que ça rejoint l'art du fait qu'il s'agit d'une invention de l'artiste, qui est Katia Camelli. Et Katia Camelli a voulu que cette œuvre soit unique. Comme un certain nombre donc, des jeunes artistes contemporains ou moins jeunes, il a été décidé par l'artiste de confier le travail proprement dit artisanal, le tissage, à une experte. Mais l'artiste reste maître du jeu, c'est-à-dire que c'est elle qui a le contrôle en ayant dessiné le carton, ce qui va être à l'origine donc de l'œuvre tissée. Et là, on rejoint aussi ce qu'est une installation parce qu'il y a une histoire. Il y a un storytelling, comme disent les gens qui veulent faire chic maintenant. Ce storytelling, c'est qu'on est à Toulon. Katia Camelli l'a remarqué. Et Toulon, c'est la marine. Toulon, c'est un certain nombre de bateaux. Les bateaux, ça va sur la mer. Et dans la marine nationale, ça va longtemps sur la mer, ça part loin. Donc, fort de cette constatation, Katia Camelli va se demander mais qu'est-ce qui se passe avec les conjoints, les épouses, peut-être les époux, je crois qu'elle n'y a pas pensé, mais moi ça me concerne directement. Mais donc qu'est-ce qui se passe avec ces Pénélopes en puissance lorsque les maris sont loin ou lorsque les épouses sont lointaines? Et donc, elle imagine ce qui se passe autour du Charles de Gaulle.
navire amiral de la flotte française. Ce porte-avions, elle le fait donc, elle en trace le tissage et va venir se greffer derrière un enregistrement. On va entendre des voix. Ce sont des messages qui ont été envoyés à la fois du bord et des messages qui ont été envoyés à bord. Généralement, ce sont des petits messages assez courts, c'est des réflexions que se font les épouses ou les réponses donc, des marins. Et donc, ce ne sont pas des messages en direct, bien sûr, puisque les écrits ont été transposés de façon sonore. Et donc, ce qu'on entend là, derrière l'œuvre, c'est tous ces messages qui se tissent, hein, vous voyez la métaphore, derrière l'œuvre, derrière le porte-avions, il y a tout ce halo donc de solitude, d'éloignement, d'amour, de passion, d'énervement, de frustration, le père qui n'est pas là alors que l'enfant a des difficultés en classe, les maladies, les accouchements qui ont lieu sans le père, etc. C'est toute cette vie qui se fait ou qui ne se fait pas, qui est retracée par l'artiste Katia Cameli. Et de toutes ces émotions, de tous ces ressentis-là, elle fait son miel, elle fait son œuvre. Et pour elle, cette installation-là, c'est son impression de Toulon. C'est quelque chose, d'où l'expression de tisser un lien. Donc autour de son œuvre va se tisser un certain nombre de relations avec les femmes qu'elle a rencontrées. Donc vous voyez, dans une installation, il y a un certain nombre de références. Là, métier à tisser, il y a Pénélope qui tisse le jour, qui défait la nuit pour faire durer, pour que les prétendants n'arrivent pas à leur fin, etc. Il y a un peu de ça derrière. Donc tout ce temps long qui passe à attendre, le temps de l'attente, ça c'est important. Et les messages, les voix qu'on entend, qui ont été enregistrées par des étudiants donc, de l'école d'art et des étudiantes, et qui nous donnent cette dimension émotionnelle. Donc, vous voyez, une installation, ce n'est pas qu'une œuvre, c'est pas qu'une simple œuvre en 2 dimensions ou en 3 dimensions quand c'est une sculpture. Non, une installation, ça contribue à nous faire ressentir les choses normalement plus intensément. Donc l'œuvre de Katia Cameli est une œuvre qui est riche et surtout qui est faite en référence à l'endroit où ça se trouve. Et ça, c'est important. On verra en art contemporain, très souvent, l'artiste essaye de coller, d'être en phase avec l'endroit où l'œuvre est exposée, quand elle le peut et quand c'est une commande. Normalement, une véritable exposition, ça ne devrait être que des commandes, mais dans l'absolu, c'est beaucoup trop cher, et donc effectivement, c'est souvent un rassemblement d'œuvres qui sont déjà exécutées donc, depuis longtemps, ou pas, et on n'est pas dans ce lien direct entre le lieu et l'œuvre. C'est dommage. On traverse le hall comme d'habitude, on va vers la salle 2, et là, on découvre quelque chose de très surprenant. Ce quelque chose de très surprenant, alors, c'est pas une installation, mais ça pourrait l'être. C'est comme si on avait mis 27 œuvres qui se succéderaient. Sauf que c'est présenté sous la forme donc d'une animation, une petite vidéo, faite avec la juxtaposition de ces 27 œuvres qui vont nous raconter une histoire. L'artiste, qui se fait appeler maintenant du seul nom de Canaan, désire montrer un petit peu les racines du mal dans son pays, donc, qui est la Turquie. Et les racines du mal, c'est cette oppression donc, de la femme, oppression séculaire par l'homme, mais qui se réalise malgré les avancées,
malgré la laïcisation qui est en train donc de s'interrompre en Turquie, et toutes ces petites œuvres viennent nous montrer comment le drame se noue et comment les choses s'opèrent. Donc sous une forme plutôt drôlatique, facile, presque enfantine, l'artiste Kanan arrive à illustrer un sujet qui est très dramatique. C'est le sort de la femme dans son pays. On va vers le hall et là, on va découvrir quelque chose d'étrange. On y reviendra, c'est l'œuvre de Aïcha Hamou. Comme un certain nombre d'artistes contemporains, Aïcha Hamou, et je vous disais, c'est important donc de s'adapter au lieu où se trouve l'œuvre. Là, il n'y a pas plus grande adaptation, parce que Aïcha Hamou accompagne la levée de l'escalier. Son œuvre, sa façon de faire, sa pratique, c'est le tapis rouge, le tapis rouge qui sert aux grandes occasions, aux grandes fêtes, au festival de Cannes, la montée des marches, il y a le tapis rouge. Et là, le tapis rouge, il est là aussi, mais il n'est pas là d'une façon ordinaire. Vous allez voir que le tapis rouge est décalé et que parfois il est même à l'envers donc de l'escalier, ce qui va donner quelque chose d'intriguant et une interpellation donc faite par Katia Hamou. On voit aussi dans le hall, au passage, on est interpellé par des œuvres qui nous semblent des œuvres fracassées, qui nous semblent complètement abstraites, sont des sculptures à la Richard Chamberlain. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste qui adorait prendre donc de la tôle de voiture, la froisser, en faire quelque chose de fracturé. Ou Richard Baquet. On peut penser aussi à cet artiste marseillais qui est disparu en 1994, beaucoup trop tôt, et qui aimait travailler aussi sur des tôles, etc. Là, c'est le travail d'une artiste qui vit en Angleterre, mais qui est d'origine espagnole, qui s'appelle Angela de la Cruz. Et elle travaille sur les portes sans issue, elle travaille sur ce qui est fracturé. Ce sont des figures géométriques simples, souvent, avec des couleurs vives, franches, et elle a elle-même voulu l'accident qui arrive au métal, à l'aluminium, au fer. Et donc, tout ce travail d'Angela de la Cruz, on le comprend d'autant mieux quand on sait qu'elle-même a eu un accident, elle est handicapée, elle a eu un AVC très tôt, et elle a des séquelles. Et donc c'est toute cette incommunicabilité, quelque part, toute cette inadaptation qu'elle cherche à rendre dans son travail artistique. Et donc le travail d'Angela de la Cruz est un travail à la fois sur la matière comme sur les couleurs, qui est fait justement pour nous montrer qu'on peut parler de soi et être une créatrice originale. On arrive dans le hall du premier étage, et là c'est un univers totalement différent. On n'est plus dans des installations, on n'est plus dans des lieux d'expérience que l'on ressent, on est dans de la photocomposition. Vous vous rappelez ma première impression? Première impression, c'est un univers joli, entre guillemets. Vous savez, c'est comme un univers dit féminin, s'il fallait genrer. Horrible, horreur absolue. Mais pourtant, on sent qu'il y a quelque chose qui est inspiré des estampes japonaises. Il y a quelque chose d'asiatique. Les dorures, ça peut être un paravent chinois ou japonais. Les Chinois sont plus chargés généralement. Et on voit qu'il y a des surimpressions, comme si c'était donc des incrustations donc de lacs, comme on pourrait voir à Kyoto ou à Nara. Et quand on se met à réfléchir à tout ça, à observer de plus près,
on voit que c'est une œuvre à tiroir. Et que là, sans faire une installation, elle arrive à suggérer des choses. Elle arrive à nous attraper par la joliesse, entre guillemets, donc, de l'œuvre, qui est plutôt sympathique, donc qui nous invite à y entrer. Et ensuite, une fois qu'elle nous a attrapés comme ça, paf, elle nous envoie son message. Ce sont des photos de la place Tahrir. Vous savez, cette grande place donc, du Caire où a eu lieu la révolution donc, de printemps en 2011 et où la dictature finalement a remplacé la dictature. N'empêche que tous les espoirs qui ont été ressentis, toute la répression donc, de Moubarak à l'époque, elle a repris des images sur Internet qu'elle a surimpressionnées, qu'elle a mis sur ce fond asiatico-japonais. Et ça donne une impression étrange. C'est comme si elle intégrait la violence dans ce fond paisible. C'est comme si nous étions dans ce monde un petit peu doré. On se fait dorer la pilule, on est dans une cage dorée, et on regarde à la télé ces images qui sont irréelles pour nous, de gens qui se font frapper, de gens qui se font agresser, de gens qui se font emprisonner, de gens qui se font bastonner et parfois tuer. Et donc, cette violence qui est si lointaine pour nous, elle montre jusqu'où est la limite de nos sociétés, de la réaction qu'on a, qui est peut-être vaine, et de montrer le jeu d'hypocrite, le jeu de dupe qui est derrière tout ça. Donc c'est une intéressante superposition. Les différentes œuvres nous présentent un certain nombre d'étapes par rapport à ce qui s'est passé donc, sur la place Tahrir. Et vous voyez, ça c'est souvent employé en art contemporain, c'est-à-dire qu'on se sert donc de plus en plus de photos accessibles. On peut aller les chercher partout, dans les revues, dans les magazines en ligne, sur Wikipédia, sur Google Photos, etc. Et on s'en sert, on les récupère. Donc ça, l'artiste est complètement de son temps, en ce sens qu'il fait miel de tout ce qui l'entoure. On rentre dans la salle 4, sur la gauche, et là on est confronté à des œuvres aussi qui sont un petit peu étonnantes. Là encore, c'est très oriental. C'est le travail de Haïv Karaman. Haïv Karaman, elle vit à Los Angeles, ou à San Francisco, je crois. Oui, à San Francisco. Mais ses parents sont irakiens. Et je ne sais même pas si elle n'est pas née en Irak. Mais elle ne se rappelle pas du tout. Et les souvenirs qu'elle en a, c'est juste les choses qui lui ont été rapportées. Et elle cherche. Elle est à la recherche de cette culture un petit peu perdue. Et en fait, ce qui est étonnant à travers ses œuvres, c'est qu'elle en fait quelque chose de rêvé, de sublimé. Et donc, tout ce qu'on voit, c'est qu'elle récupère, en même temps qu'elle cherche à récupérer son pays, il y a cette distance aussi qui a été prise avec son corps. Comme si, quand on est entre deux pays, on est entre deux corps. On n'a plus sa propre propriété. Donc il y a quelque chose de troublant dans ce travail à la fois sur l'âme orientale et sur son propre corps. Et donc tous les dessins qui sont aussi en exergue, comme les œuvres, nous montrent cette espèce de détail, de chosification, de réinvestissement. Donc tout ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre le décalage et l'espèce de démarche étrange mais essentielle donc pour l'artiste de se réapproprier tous ces aspects complètement épars. Et donc l'œuvre est une œuvre faite de réalité, de rêves, de fantasmes et de choses vécues. Donc ça donne un univers très très particulier à l'œuvre de Haïv Karaman. On va vers la salle 6 et là on va trouver en fin d'exposition, bon, j'ai un peu résumé, le travail de Lara Baladi. Le travail de Lara Baladi est un travail qui est très intéressant là aussi
parce que sous un aspect, encore une fois, joli, et là les femmes aiment bien travailler sur cet aspect-là, parce que c'est le trait qu'on leur prête de faire de l'art joli durant des siècles. On a cantonné la femme à ne pas faire de grandes peintures sérieuses. Par exemple, du temps de Artemisia Gentileschi, elle était l'une des rares à oser affronter les œuvres d'histoire. C'est parce que son père l'y avait poussé, etc. Et qu'elle était aussi admiratrice donc, du Caravage. Mais pour une Artemisia Gentileschi, combien de femmes se sont cantonnées à des natures mortes? Ilma af Klint, celle qu'on dit avoir inventé l'art abstrait, a dû se cacher. Les œuvres abstraites, elle ne les faisait que dans le secret de son atelier. Elle était connue en Suède à son époque, c'est-à-dire vers les années 1870, pour ne faire que des œuvres de fleurs, de jardins, des œuvres jolies. Donc là, on est encore, avec Lara Baladi, dans un a priori d'art joli. Mais, comme on l'a vu pour un certain nombre d'artistes, c'est juste une entrée, c'est une introduction. C'est pour mieux nous capter et c'est pour mieux nous dire « tu te trompes ». L'art féminin, c'est autre chose. Et effectivement, si art féminin il y a, c'est encore un grand débat, l'artiste là va nous entraîner vers des traditions de son pays, des traditions d'accueil, où on offre le café à l'étranger qui passe, on offre l'hospitalité à celui qui frappe à la porte, et on partage les sucreries, les gâteaux, etc. Et donc c'est cette espèce d'immense plateau avec les choses offertes. Et quand on rentre dans les détails, on voit véritablement comme avec, une fois de plus, avec des choses très simples, très quotidiennes. Et quand on regarde de plus près, on remarque que dans les soucoupes, il y a d'étranges taches. C'est comme si c'était quelque chose à cacher, d'insupportable. C'est du marc de café. Lara Baladi veut nous emmener aussi vers une vieille coutume dans son pays qui est, comme chez nous, de lire l'avenir et de voir ce qui se passe dans le marc de café. Donc, à l'aspect quotidien s'ajoute cet aspect magique, cet aspect en dehors du temps. La femme se consacre aussi à ce genre de tâches. Donc vous voyez, et là on va finir donc sur ces artistes. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que ces femmes de la Méditerranée nous font passer en gros presque partout le même message, d'une volonté d'émancipation, d'une volonté de briser des chaînes, d'une volonté de rompre ces espèces de liens qui attachent la femme à travers toute la Méditerranée. Et les femmes artistes veulent être celles qui symbolisent donc ce pas de côté, ce détachement. Et si l'art peut servir à quelque chose, comme aurait dit Eduardo Arroyo, qu'on a vu il y a 2 expositions, c'est bien à ça. C'est pas de l'art pour l'art. Mine de rien, malgré cette apparence séduisante et qui parle à nos yeux, ça parle aussi à notre cœur, à nos tripes. Il y a un message qui va très profondément pour la liberté, l'égalité des droits. Voilà donc pour cette exposition qui s'appelait Parfum de femme. Merci à vous les petits padawans.